Slava Ukraini, vive l'Ukraine, c'est le titre de ce nouveau film de Bernard-Henri Lévy, le deuxième consacré au conflit en Ukraine, sorti aujourd'hui même en salle, et il est en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Une année vient de s'écouler depuis le début de la guerre en Ukraine et pourtant on a l'impression que plus les jours avancent, plus une guerre ouverte entre l'Occident et la Russie semble inévitable. Une autre issue est-elle encore possible pour vous ? La guerre entre la Russie et l'Occident, elle a été déclarée par la Russie à l'Occident il y a maintenant de nombreuses années. Poutine, malheureusement, n'en a jamais fait mystère. Son adversaire, au-delà de l'Ukraine, c'est l'Europe, et au-delà de l'Europe, c'est l'Occident. Et il y a même d'ailleurs des turiféraires de Poutine. Je pense à un sinistre Alexandre Douguine, qui a déclaré dans une interview à un hebdomadaire français: notre ennemi, c'est pas l'Ukraine, c'est Bernard-Henri Lévy, Georges Soros et le globalisme. Nous faisons la guerre à ceux-là. Donc, que Poutine, par-delà l'Ukraine, poursuivre des buts de guerre plus étroits ou plus larges, ça fait longtemps que ça n'est plus un secret. Et pour vous, l'Europe doit armer davantage l'Ukraine au risque d'être accusée par Moscou d'être co-belligérant? Écoutez, co-belligérant, ça veut rien dire. C'est inscrit nulle part dans le droit international. Ce qui est inscrit dans le droit international, c'est que quand un pays membre des Nations Unies est attaqué, agressé, envahi, il y a un devoir de le protéger et de le secourir. Ça, c'est le droit international. C'est pas la co-belligérance. Première chose. Deuxième chose, il y a une urgence, une seule, c'est que cette guerre s'arrête, que ces massacres s'arrêtent, que ces déportations d'enfants s'arrêtent. C'est ça qu'il faut. Et il y a une manière pour cela, c'est que l'un des pays soit nettement plus fort que l'autre. Là, vous savez, les deux armées égales qui pensent chacune qu'elles peuvent l'emporter, là, les guerres s'éternisent et elles accumulent les massacres et les morts. C'est dans ce cas-là que les guerres durent longtemps. C'est quand on aide l'agressé au compte-gouttes. Il faut en effet aider l'Ukraine de manière beaucoup plus nette et franche afin que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. On vient de voir à l'écran les images extraits de ce film qui est sorti aujourd'hui en salle. Que vous disent les Ukrainiens que vous avez rencontrés sur l'attitude de l'Europe ? D'abord, ce qu'ils disent, c'est qu'ils défendent non seulement leur famille et leur ville, mais qu'ils défendent l'Europe. C'est ce qu'ils m'ont dit d'un bout à l'autre. J'ai en effet arpenté cette Ukraine de toutes parts. J'ai remonté, redescendu les lignes de front depuis Kharkiv jusqu'à Kherson, et j'ai toujours entendu trois choses. Un, nous sommes de vrais Européens. Deux, nous sommes le rempart de l'Europe. 3, merci à l'Europe de nous aider, qu'elle essaye juste de nous aider un peu plus pour que nous ayons le moyen d'arrêter cette guerre le plus vite possible. Voilà. Et la quatrième chose qu'ils m'ont dit pour la plupart, c'est que Poutine n'est fort que de notre faiblesse, que de la peur qu'il nous inspire à nous Européens, et qu'en vrai, c'est un tigre de papier. Celui qui m'a dit ça le plus nettement, c'est le Rav de Ouman, Nathan Ben Noun, que je rencontre à Ouman, près du tombeau de Rabbi Nachman de Braslav, qui me raconte comment la grande synagogue de Ouman a abrité au pire jour des bombardements des centaines de paysans ukrainiens fuyant les orages de feu, et il me dit, devant le tombeau, et en tenant à ce que cela soit dit là, Poutine est un tigre de papier. Voilà. S'il y a quelque chose de très beau, c'est dans le film, dans cette image de cet homme en noir, reprenant ce mot célèbre pour désigner un homme qui nous fait si peur à nous occidentaux. Alors Bernard-Henri Lévy, vous me citez un responsable de la communauté juive. Parlons-en justement. Comment réagissez-vous quand quelqu'un comme Arnaud Klarsfeld explique que l'Ukraine, et je le cite, n'est pas innocente, que c'est un pays qui vénère des gens qui ont massacré les juifs, et il évoque notamment Bandera, ce collaborateur nazi et génocidaire glorifié aujourd'hui en héros?
Mais attendez, j'ai attendu personne pour parler de Bandera. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'esprit du judaïsme et qui abordait cette question-là. Évidemment que l'Ukraine a été une terre de sang pour les Juifs. Évidemment que le nationalisme ukrainien a pu être criminel, évidemment. Mais évidemment aussi que, contrairement à la Russie, l'Ukraine s'est engagée dans le travail de mémoire et de deuil. Ça, c'est aussi l'évidence. Voilà. Et vous le voyez à Ouman, vous le voyez à Babi Yar. Aujourd'hui, le Babi Yar d'aujourd'hui, où j'ai eu l'honneur d'ailleurs de m'exprimer au moment de l'inauguration du mémorial à la mémoire des 33 000 femmes, enfants et hommes enterrés dans les ravins, l'Ukraine est engagée dans ce travail de mémoire et dans ce travail de deuil depuis maintenant 30 ans. Il a fallu à certains pays bien davantage que 30 ans pour mener ce travail à bien. Alors, je vous parle depuis Tel Aviv, Bernard-Henri Lévy, où le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, a fait un voyage la semaine dernière. Il était en visite à Kiev. Une première d'ailleurs pour un ministre israélien depuis le début du conflit. Israël, comme vous le savez, ouvre la porte à une possible livraison d'armes aux Ukrainiens, voire de son fameux système d'hommes de fer. N'est-ce pas dangereux, parce que je sais que vous appelez évidemment les pays à armer l'Ukraine aujourd'hui, mais n'est-ce pas dangereux pour Israël, qui était resté jusqu'ici relativement neutre dans le conflit? Je crois que la position d'Israël, jusqu'à présent, elle était tout à fait compréhensible et raisonnable. Parce qu'en effet, Israël est sur la ligne de front. Israël a à sa frontière le Hezbollah, comme vous le savez tous ceux qui nous écoutent en Israël. Je crois néanmoins qu'aujourd'hui, la guerre ayant pris les proportions qu'elle a prises, Poutine ayant révélé le visage qui est le sien, je pense qu'Israël a raison de venir plus nettement encore qu'il ne l'a fait dans le passé, car ce n'est pas la première fois qu'Israël aidera les Ukrainiens venir au secours des Ukrainiens. Je crois que le moment est venu de le faire de manière plus affichée que cela ne fut le cas jusqu'à présent. Donc vous suivez l'initiative. Donc vous suivez l'initiative du ministre israélien des Affaires étrangères. En parlant d'Israël, je la suis de près. Oui. Et vous l'approuvez de ce que je comprends. Je la suis de près. J'en mesure tous les paramètres. J'en mesure évidemment les risques. Et je crois que c'est aujourd'hui la position juste. J'attire votre attention sur le fait que, à ma connaissance, le grand rabbin de Moscou invite les Juifs de Russie à quitter le pays dans les plus brefs délais parce que une vague d'antisémitisme terrible, dit-il, est en train de s'abattre sur le pays, alors que, à l'inverse, en Ukraine, les Juifs sont là, ils sont bien là, ils mènent la guerre patriotique aux côtés de leur président Volodymyr Zelensky, et dans le cas d'Ouman, par exemple, ils se tiennent au premier rang des gens qui protègent ou qui évacuent les civils bombardés. Avant de nous quitter, Bernard-Henri Lévy, je voudrais vous faire réagir à une phrase prononcée hier dans l'émission À l'air libre du site Mediapart. Edoui Plenel affirme que si on est du côté de l'Ukraine, on doit être du côté des Palestiniens. Ces deux conflits sont-ils pour vous comparables ? Non, je vois pas le rapport entre ces deux conflits. Moi, je pense au contraire que moi je pense que si on est du côté de l'Ukraine, du côté de cette nation menacée dans son existence même, menacée d'être annihilée, on peut se sentir, en tout cas c'est mon cas. Je me revois lors de mon premier voyage en Israël, en 1967, ça date pas d'hier, quand une autre jeune nation, c'était pas l'Ukraine, c'était Israël, était menacée d'anéantissement par des voisins puissants. Donc pour moi, les deux causes que je rapprocherais et qui me semblent, en tout cas dans mon cœur, aller du même pas, c'est la cause de l'éternellement jeune Israël
et de cette éternelle jeune Ukraine aussi. Donc pour vous, l'Ukraine en 2023, c'est Israël en 1967. Oui, en 67, peut-être plus tôt, peut-être plus tard. Et c'est une chose qui m'a frappé pendant cette année à arpenter les fronts ukrainiens, c'est les ressemblances et les correspondances entre cette nouvelle armée ukrainienne et Tsahal et l'armée israélienne, dans la manière de faire la guerre, dans la présence de femmes, dans la volonté d'appliquer un certain nombre de règles morales au combat. Il y a bien des traits qui apparentent cette armée à l'armée israélienne. Et d'ailleurs, combien de fois ai-je entendu des soldats ukrainiens me dire que leur modèle, c'était leurs homologues israéliens, que l'armée d'Israël, pour eux, avait une fonction d'exemplarité. J'ai entendu cela sans cesse, chez des soldats juifs ukrainiens bien sûr, mais aussi chez des non-juifs, chez des officiers supérieurs non-juifs qui m'ont tous dit cela, qu'ils puisaient leur inspiration dans la pureté des armes propre à Tsahal. Eh bien écoutez, le message sera entendu ici vivement à Tel Aviv. Slava Ukraini, vive l'Ukraine, c'est le titre de ce film.